Bonjour, merci beaucoup pour votre participation en ce jour férié, ça nous fait plaisir que vous soyez là. L'objectif effectivement est double, vous donner un complément d'information sur les EO, peut-être parmi vous y a-t-il des jeunes qui hésitent par rapport à leur choix d'orientation. Donc on va vous donner quelques éclairages supplémentaires sur les EO, sa nature, ses perspectives de carrière et ses programmes. Et puis, effectivement, on répondra à vos questions. Donc, on va commencer par les questions écrites. Donc, à la fin de la conférence, je commencerai par répondre à toutes les questions écrites que vous aurez posées pendant la conférence. Donc, n'hésitez pas, pendant que je vous fais la présentation, à faire part de vos remarques et de vos questions par le chat. Voilà, je vais tout de suite couper ma vidéo pour partager un document. Vous n'aurez plus la vue sur le magnifique campus que nous sommes en train de construire derrière moi, mais vous allez avoir à la place la présentation de l'école que je partage aussitôt avec vous. Voilà. Bien, donc... bienvenue à tous, bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Pour les derniers arrivés, je rappelle, je vais faire à peu près 30 minutes de présentation. Vous pouvez poser vos questions par écrit sur le chat et puis nous y répondrons à la fin de la conférence et éventuellement aussi des questions-réponses orales à la fin de la conférence. Donc une brève présentation de l'ESEO en 2 temps. D'abord, je voudrais vous expliquer ce que cela signifie de devenir ingénieur ESEO, c'est-à-dire quelles sont les perspectives de carrière et de débouchés à la sortie d'une formation comme celle de l'ESEO. C'est important de choisir une école, mais c'est encore plus important de se choisir un avenir professionnel. Donc, je vais essayer de vous éclairer sur ce que font les ingénieurs ESEO à la sortie de leurs études. Et puis ensuite, je vous parlerai de l'école et des études à l'ESEO, et on en parlera un petit peu plus à Dijon en particulier. D'abord, concernant les débouchés, vous le savez, ce n'est pas une nouveauté, nous sommes dans un monde qui est fortement transformé par le numérique et les objets connectés. On est dans un monde numérique et connecté qui est en train de transformer tous les domaines avec des innovations techniques, avec des nouveaux produits, avec une nouvelle relation aux clients. Et le grand intérêt d'une formation de généraliste des technologies de l'information et de la communication, comme celle de l'ESEO, c'est de pouvoir vous donner l'accès à tous les secteurs d'activité, quasiment sans exception, avec une même formation. En fait, on constate que nos diplômés, ils sont 6000 aujourd'hui, ils travaillent dans 1400 entreprises différentes et vous en avez aussi bien dans l'aéronautique que dans la banque, que dans le commerce, que dans la santé, que dans l'industrie, que dans la réalité virtuelle ou l'automobile ou les villes intelligentes. Donc, une formation aux nouvelles technologies polyvalentes comme celle de l'ESEO vous donne accès potentiellement à tous les domaines d'activité. Vous n'êtes pas obligé de choisir aujourd'hui, vous pouvez choisir à la fin de vos études et vous pourrez éventuellement, pourquoi pas, changer de secteur d'activité pendant votre carrière. Ensuite, c'est important de clarifier quels métiers font les ingénieurs parce que parfois on ne comprend pas bien ce que fait un ingénieur et typiquement un ingénieur ESEO dans les entreprises. En fait, les ingénieurs ESEO en particulier, font des carrières variées et réalisent des métiers assez variés, pas uniquement des métiers techniques. Évidemment, beaucoup d'ingénieurs réalisent des métiers techniques en recherche et développement, mais vous en trouvez aussi beaucoup qui sont très efficaces dans des métiers tournés vers le commerce ou des métiers opérationnels ou des métiers du management. L'intérêt d'une formation d'ingénieur comme la nôtre, c'est qu'elle est polyvalente et qu'elle vous permet de voir toutes les dimensions de l'entreprise. Si vous aimez la technique, vous ferez de la technique, mais en fonction de votre personnalité, vous évoluerez peut-être vers des postes plus commerciaux, plus opérationnels ou plus managériaux. Et éventuellement, vous passerez à travers différents métiers au fil de votre carrière. Donc finalement, avant d'être un métier, devenir ingénieur et ingénieur ESEO, c'est d'abord bénéficier d'une formation et de compétences extrêmement polyvalentes. C'est un petit peu, j'ai pris cette image, le couteau suisse de l'entreprise. Vous avez une solide formation technique, mais aussi vous voyez toutes les autres dimensions de l'entreprise. Vous avez à la base aussi une solide formation scientifique qui va faire que vous adopterez un raisonnement rationnel, vous saurez analyser et résoudre des problèmes dans n'importe quelle circonstance et domaine d'activité. Et puis, de plus en plus, on va stimuler la créativité, l'esprit d'entreprise, l'esprit d'innovation, parce qu'on est dans ce monde en transformation, et ce sont souvent les ingénieurs qui pilotent ces transformations. Et puis, dernier point, la capacité à organiser le travail collectif, à diriger, à avoir du leadership, c'est aussi très important et ce qui est attendu d'un ingénieur.
Si vous avez cet ensemble de qualités, eh bien, vous pourrez choisir le secteur d'activité de votre choix et les métiers qui vous conviennent par rapport à votre personnalité, avec une grande variété de débouchés. Alors, des ingénieurs en nouvelles technologies, on en a besoin beaucoup. Il y a une véritable pénurie dans les entreprises aujourd'hui, dans nos compétences, mais encore plus particulièrement dans certains domaines de spécialité. Et c'est pour ça que nous réalisons périodiquement des enquêtes auprès des entreprises. Là, vous voyez ici le résultat d'une enquête que l'on a fait il y a 2 ans. 700 entreprises nous ont répondu sur les principaux domaines de compétences sur lesquels ils vont avoir besoin d'expertise nouvelle, ils vont manquer d'expertise dans les années qui viennent. Alors, je ne vais pas vous lire tous ces mots-clés, mais c'est vraiment une synthèse très simple de cette enquête. Mais vous verrez tout à l'heure, quand je parlerai des parcours de l'ESEO, qu'on s'est inspiré du résultat de ces enquêtes pour construire les parcours d'options les plus pertinents pour que non seulement vous soyez des ingénieurs généralistes compétents dans les nouvelles technologies, mais que vous apportiez éventuellement aux entreprises une spécialité, une expertise qui vous intéresse davantage et qui intéressera beaucoup les entreprises. Voilà donc pour cette variété des parcours, des carrières, des débouchés dans tous les domaines, des métiers variés qui correspondront à votre personnalité et des domaines d'expertise que vous allez pouvoir renforcer en fonction de vos goûts et qui correspondront aux besoins des entreprises. Maintenant, quelques mots sur l'ESEO. D'abord, une brève carte d'identité de l'ESEO. L'ESEO, c'est une des grandes écoles généralistes des technologies de l'information et de la communication. On insiste sur ces 2 termes, à la fois généraliste et des nouvelles technologies. On couvre l'intégralité du domaine des nouvelles technologies, de l'électronique au numérique, en passant par le traitement du signal, les réseaux, l'automatique, bref, l'ensemble des technologies de l'information et de la communication. On est une structure associative à but non lucratif, donc on est totalement désintéressé, on est là au service des jeunes, des territoires, des entreprises, des familles, reconnu d'utilité publique, ce qui est une particularité quasiment unique parmi les écoles d'ingénieurs, et on est sous contrat avec l'État. L'école existe depuis longtemps, 64 ans, elle est née en 1956, qui était l'année de l'invention du transistor, ou plus exactement du prix Nobel pour l'invention du transistor. Donc vous voyez qu'on a accompagné l'histoire des nouvelles technologies depuis vraiment leur création, il y a 64 ans. Aujourd'hui, l'école compte à peu près 1500 étudiants, répartis sur ses 3 campus en France, je vais en reparler tout à l'heure, 6000 diplômés, et une activité de recherche importante. Elle participe aussi à des grands réseaux, notamment la FESIC, la Fédération des écoles d'intérêt collectif, des écoles d'enseignement supérieur d'intérêt collectif. Et elle bénéficie également du label ESPIG, Enseignement supérieur privé d'intérêt général, qui atteste également de son statut non lucratif désintéressé. Alors, c'est une école, mais c'est 3 campus. Vous pouvez faire vos études à l'ESEO à 3 endroits différents en obtenant le même diplôme d'ingénieur ESEO. L'école est née à Angers il y a 64 ans et était la première école de technologie de l'Ouest et est encore la principale école de technologie de l'Ouest de la France qui forme à peu près 240 ingénieurs par an, la plus grande ingénieure de technologie de l'Ouest de la France. Ensuite, on s'est installé à Paris il y a maintenant à peu près une quinzaine d'années avec un cycle préparatoire et on a ouvert il y a maintenant 2 ans un nouveau campus à Vélizy qui propose le cycle ingénieur ESEO. On s'est installé à Paris au centre du premier pôle high-tech de France, à Vélizy. C'est l'endroit qui est le plus dense en entreprises et en métiers de nouvelles technologies. Donc c'est un endroit tout à fait idéal pour étudier les nouvelles technologies. Et puis finalement, on s'est installé avec une prépa internationale il y a déjà plus de 10 ans dans un lycée qui est le lycée Notre-Dame et on ouvre maintenant un campus grande école qui va proposer l'ensemble de la formation d'ingénieurs ESEO à Dijon. On s'est installé à Dijon parce que Dijon a décidé de se lancer massivement dans le numérique. Vous connaissez les projets de Smart City de Dijon, On Dijon. Dijon est en train de vivre une révolution numérique et puis l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté va bénéficier de cet apport de compétences nouvelles en nouvelles technologies. Et c'est une des raisons pour laquelle la métropole et la région nous ont demandé de nous installer dans cette métropole avec, vous voyez ici, un nouveau campus, mais je vais en reparler dans un instant. Pardon, je suis allé un petit peu vite, je reviens en arrière. Voilà, à Dijon, nous allons bénéficier d'un nouveau campus que vous voyez en bas à droite, qui est actuellement en construction. Si vous passez rue de Valmy, vous voyez sans doute un chantier de construction.
pour ce nouveau campus qui va accueillir deux grandes écoles, l'ESTP, une école de travaux publics, et l'ESEO. En attendant, nous allons nous installer dans un bâtiment qui existe, qui est Place des Savoirs à Dijon, qui est occupé également par l'ESTP, donc notre partenaire, l'école des travaux publics. Donc nous allons passer, nous, 1 an Place des Savoirs avant de nous installer rue de Valmy. Ce sont des campus qui sont évidemment entièrement neufs et modernes, puisqu'ils sont en construction, ils viennent d'être équipés pour la Place des Savoirs et il va être entièrement neuf pour le campus de la rue de Valmy. Et ils seront idéalement situés, puisqu'ils sont tous les deux sur la ligne de tram. La Place des Savoirs est sur la ligne de tramway et le campus de la rue de Valmy est juste en face du campus universitaire entre le CHU et le campus universitaire, donc avec un accès à toutes les facilités aux services pour les étudiants, les services de l'Université de Bourgogne, bien sûr, les restaurants universitaires, les résidences, mais aussi l'accès au centre-ville très facile par le tramway. L'école a une forte connotation coloration internationale, avec notamment une prépa internationale qui est proposée à Dijon, qui vous permet de faire un semestre d'études à l'étranger pendant votre parcours de prépa. Mais il y a également d'autres implantations et d'autres partenariats internationaux, avec notamment des écoles d'été et des bidiplômes qui vous seront proposés en fin de cursus, j'en reparlerai tout à l'heure. Une des grandes particularités de l'école, c'est un lien qu'on a cultivé depuis très très longtemps avec des entreprises. Nous avons un club d'entreprises partenaires extrêmement solide dans lequel vous voyez des grandes entreprises, je ne vais pas les citer toutes, mais des entreprises comme Vinci, Valeo, Thales, Airbus, Bouygues, La Poste, Orange, Nokia, voilà, qui sont des partenaires de l'école qui nous aident à construire nos programmes et qui interviennent également dans la formation de l'école, qui soutiennent nos options, avec beaucoup d'intervenants professionnels dans la formation de l'école. C'est un réseau qui n'arrive pas par hasard et qu'on a beaucoup cultivé depuis nos 60 ans d'existence, donc une forte reconnaissance et un fort ancrage dans le monde professionnel. L'insertion professionnelle, eh bien, vous voyez ici les chiffres, on est à peu près au meilleur niveau de toutes les formations supérieures. On est à 100% d'embauche à la sortie depuis plus de 5 ans maintenant. On fait des mesures à 6 mois après la sortie, où tout le monde est embauché, évidemment. Et on fait maintenant de plus en plus des mesures avant la fin des études. Et vous voyez qu'on est en train d'atteindre des chiffres de près de 90% de nos étudiants qui sont embauchés avant d'avoir fini leurs études. Donc ça témoigne de ce lien avec l'entreprise et de l'attente et de la demande d'ingénieurs qui ont nos compétences dans l'industrie. Alors le projet pédagogique de l'ESEO, avant de vous parler des programmes, j'aime bien d'abord vous parler de sa philosophie. L'idée c'est que l'on va équilibrer une formation à forte coloration scientifique et technique, bien sûr, pour vous apporter des compétences sur les nouvelles technologies, mais aussi une formation humaine, parce que ça nous paraît très important de former des citoyens engagés, responsables, et que vous puissiez donner du sens à votre projet professionnel, développer vos compétences personnelles et éventuellement aussi personnaliser votre projet pour être le plus efficace possible à l'endroit où vous voulez travailler. Vous avez vu l'universalité de nos technologies. Vous pouvez donner du sens à votre technologie en travaillant dans l'environnement, dans la santé, dans l'aéronautique, dans les endroits qui vous intéressent, dans lesquels vous allez donner du sens à votre vie professionnelle. Alors, les programmes de l'école. J'ai simplifié la présentation en vous présentant essentiellement les programmes qui se présentent à vous en commençant à Dijon. 2 années de cycle préparatoire intégré avec un cycle préparatoire qu'on appelle préparatoire international, avec un enseignement renforcé des langues et un séjour à l'international qui vous est proposé en 2e année de prépa, en fin de cursus de prépa, sur différents campus. Actuellement, c'est la Chine et l'Espagne qui sont proposés. Ça pourrait évoluer avec le temps. Ce qui vous permet donc de réaliser une expérience internationale dès la fin de votre 2e année d'études. Vous pouvez évidemment poursuivre votre expérience internationale pendant la suite du cursus. Ensuite, le parcours se poursuit par 3 années de cycle ingénieur qui se décomposera en 2 parties. Une moitié de tronc commun pour faire de vous des généralistes des nouvelles technologies, et puis des options dans la 2e moitié qui vous permettront de particulariser votre parcours d'études à votre futur projet professionnel et à votre entrée dans la vie active. Vous verrez que là, on va bénéficier de l'ensemble du groupe ESEO pour proposer un panel d'options extrêmement variées qui vous permet d'enrichir ce qui vous est proposé sur le campus de Dijon. Vous aurez accès potentiellement à l'ensemble du groupe ESEO.
Vous voyez également 3 périodes de stage pendant la scolarité, une découverte de l'entreprise pendant la prépa, un stage technique au milieu du cursus ingénieur et le stage de fin d'études ou un contrat de professionnalisation en fin de parcours ingénieur. Si vous le souhaitez, l'école vous propose de nombreux partenariats pour faire des bidiplômes, pour compléter votre diplôme d'ingénieur SEO par un master dans une université internationale ou dans une grande école de management. Vous pouvez en un an obtenir le master d'une grande école de management ou d'une université internationale en Australie, au Canada, en Argentine, en Chine, aux États-Unis, voilà, à différents endroits. Donc vous pourrez, si vous le souhaitez, c'est facultatif, mais nous avons à peu près 20 à 25% de nos étudiants qui réalisent des bidiplômes en école de management ou en université internationale. Vous voyez que vous pouvez entrer au niveau du bac, mais vous pourrez également rejoindre d'autres étudiants qui rejoignent l'école au niveau bac plus 2, puisque nous avons aussi un concours d'entrée et des entrées parallèles à bac plus 2 dans le cycle ingénieur. Pour les options, une palette extrêmement variée. Vous allez retrouver dans cette palette un petit peu l'ensemble des domaines de compétences que j'ai mentionné tout à l'heure dans l'enquête auprès des entreprises. Je veux insister avant tout sur un point, bien qu'il y ait des options, il n'y a qu'un diplôme d'ingénieur SEO. Tous les ingénieurs qui sortent de l'école ont le même diplôme d'ingénieur généraliste SEO. Donc les options ne sont pas des spécialités au sens où vous allez devenir un expert, j'allais dire, dans une discipline étroite et dédier votre carrière à cette spécialité. Vous allez renforcer vos compétences dans ces domaines, mais vous restez ingénieur généraliste et vous pourrez, si vous le souhaitez, changer de domaine, changer de secteur d'activité. Mais vous allez, on va dire, mieux préparer votre entrée dans la vie active en travaillant sur des renforcements dans les domaines qui vous intéressent davantage. Ce sont soit des renforcements par discipline, par des domaines de spécialité technique qui vous intéressent davantage, soit des secteurs d'activité comme la santé, l'énergie et l'industrie, dans lesquels vous avez davantage envie de travailler. Pour Dijon, à ce stade, nous allons ouvrir des parcours sur 3 thématiques principales, mais vous allez voir qu'il y aura un solide bagage qui va être adaptable à énormément de secteurs d'activité. Je vais y revenir dans un instant. Les projets de la Smart City qui sont extrêmement variés, c'est aussi bien l'efficacité énergétique que les transports, que le traitement de situations d'urgence ou les réseaux, la santé et l'industrie. Mais si vous êtes intéressé pour devenir, je ne sais pas, expert en cybersécurité ou expert en cloud ou en système embarqué, vous pourrez potentiellement bénéficier des options qui sont proposées sur les autres sites du groupe en demandant éventuellement une mobilité vers la fin de votre cursus sur un autre campus qui proposerait une spécialité qui vous intéresse, une option qui vous intéresse davantage. 2 parcours un peu particuliers à la fin, entrepreneuriat et recherche. Le parcours entrepreneuriat est proposé à tous nos étudiants. Il permet à tous nos étudiants de créer une entreprise pendant leurs études avec un statut d'étudiant entrepreneur. L'idée, c'est de vous accompagner dans la démarche de création d'entreprise, mais aussi de faire en sorte que les projets d'application sur lesquels vous allez travailler soient utiles à votre entreprise et en fait, vous allez travailler sur votre projet d'entreprise plutôt que de travailler sur les projets de l'école. Donc, vous allez être accompagné pendant vos études pour réaliser votre projet d'entreprise. Et puis, les parcours recherche, ce sont des accords de partenariat avec des masters recherche qui vous permettent de passer la 5e année d'études dans un master recherche qui vous donnera l'équivalence du diplôme SEO, mais qui vous préparera davantage à une carrière tournée vers la recherche, pourquoi pas une poursuite en doctorat et une carrière dans la recherche. Voilà pour la variété des parcours. Alors, quelques mots complémentaires sur les parcours proposés à ce stade à Dijon. Il y aura d'abord un ensemble de formations tournées autour des données sur l'ensemble du cycle de la donnée. Depuis les capteurs, les objets connectés, le traitement du signal, le traitement d'image, les communications, le stockage des données, la protection des données, les techniques d'analyse de données, l'intelligence artificielle et la visualisation des données. Donc, on va parcourir toute la chaîne de la donnée. Et ces compétences sont applicables à n'importe quel secteur, mais on va ensuite, en fonction du parcours que vous aurez choisi, vous apporter des compétences additionnelles, soit dans le domaine de la santé, soit dans les domaines de la Smart City ou dans les domaines des applications industrielles des technologies, avec des compétences du domaine et des projets et des applications spécifiques pour que vous puissiez donc mettre en œuvre ces compétences dans le secteur qui vous intéresse davantage. Voilà l'esprit de ce parcours qui est à la fois générique, universel et à la fois qui vous permettra de l'appliquer au domaine qui vous intéresse particulièrement. Notamment, évidemment, dans la Smart City, on sera
en lien avec tous les projets de la métropole de Dijon, sur Rhône Dijon, qui sont extrêmement variés, qui nous permettront d'avoir énormément de cas d'application de ces techniques d'analyse de données pour la Smart City. En termes de philosophie pédagogique, quelques mots à retenir. D'abord, nous adoptons de façon à peu près universelle dans le cycle ingénieur une pédagogie par projet qui permet de mettre en contexte et en situation en permanence les compétences que l'on apprend. Donc, on est formé en réalisant des projets. Il y a un mélange de cours et de pratiques permanent. En petits groupes, avec des groupes typiquement de 20 à 24 étudiants et des projets qu'on réalise entre 2 et 6 à 8 personnes, ça dépend de la taille des projets. Ensuite, un suivi individuel de tous nos étudiants. On connaît tous nos étudiants, s'ils ont des difficultés, on en discute avec eux, on organise du soutien scolaire, du lien entre les étudiants. Ensuite, comme il y a une grande variété de parcours, de débouchés et de métiers, on essaye de construire avec chaque étudiant un projet personnel et professionnel. On va vous aider à découvrir les métiers, les secteurs et petit à petit, pendant vos 5 années d'études, à formuler le plan de carrière qui vous convient personnellement. L'accompagnement à l'entrepreneuriat, j'en ai déjà parlé, et puis un fort soutien à la vie étudiante dans l'école, mais aussi un soutien à l'engagement citoyen, parce que nous pensons que c'est très bon pour la formation humaine. Donc, on va vous aider, on va vous encourager à vous engager dans la société, dans des activités humanitaires associatives, si vous êtes évidemment volontaire pour cela. Voilà pour ce cette bref aperçu de l'ESEO. Donc, en conclusion, en résumé, qu'est-ce qui peut vous intéresser dans un parcours d'études à l'ESEO? D'abord, la forte reconnaissance et le fort ancrage de l'école dans le monde professionnel. On a une très très forte notoriété et un soutien du monde professionnel qui se traduit évidemment aussi par un taux d'insertion record. Il y a une très très forte attente pour des ingénieurs ayant nos compétences. Et aussi une grande force, c'est le choix des secteurs. Vous pourrez travailler dans le domaine qui vous intéresse, aussi bien l'aéronautique que la santé, que la banque, que les nouvelles énergies. Une formation équilibrée entre la technique et l'humain, les options les plus porteuses qui feront de vous des spécialistes extrêmement recherchés dans votre entrée dans la vie active, un parcours international pour tous, avec notamment à Dijon la prépa internationale qui vous fera faire un parcours international dès les 2 premières années d'études, un nouveau campus ultra moderne à Dijon qui va être vraiment à la pointe et qui est en plein cœur de la Smart City avec tous les projets de la Smart City. Et puis, une philosophie de l'accompagnement par l'école. On suit et on encourage et on accompagne tous nos étudiants vers leur réussite professionnelle. Voilà pour ces quelques mots de présentation de l'école. Sur ce, j'espère que ça vous aura intéressé et on va maintenant prendre vos questions. Donc, je vous souhaite déjà par avance à tous et à toutes un avenir intelligent, quels que soient vos choix d'études. Voilà. Donc, je vais revenir à la présentation visuelle et je vais regarder si certains d'entre vous ont posé des questions écrites. Alors, j'ai l'impression que vous n'en avez... Alors, attendez, je regarde. J'essaye de charger les nouveaux messages. On a une question pour savoir si la conférence sera bien disponible ultérieurement pour ceux qui n'ont pas pu participer. Donc oui, nous avons enregistré la conférence et elle sera en ligne sur eseo.fr dans l'après-midi. D'accord. Donc, nous avons une question sur le programme de prépa international. Alors, si vous souhaitez plus de détails, je vais vous donner une brève synthèse, mais vous trouverez également un livret pédagogique que l'on peut, je pense, aussi télécharger en ligne. Donc, vous aurez le détail des programmes avec l'ensemble des volumes horaires. Donc, je vais vous donner une brève synthèse, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à demander le téléchargement de la brochure avec l'intégralité du programme, les matières, les horaires, les volumes horaires, année par année, semestre par semestre. Donc, dans l'idée, dans la prépa internationale, il y a effectivement plus d'enseignement de langue, à peu près 2 fois plus d'heures d'enseignement de langue que dans les prépas classiques. Je ne vais pas vous donner les chiffres exacts, mais c'est à peu près 2 fois plus en volume. Donc, il y a notamment un enseignement renforcé en anglais, parce que l'anglais est extrêmement important, mais vous aurez également une 2e langue vivante qui sera proposée. Alors, on propose principalement, vu les 2 destinations que l'on propose aujourd'hui en semestre d'échange, le chinois, le mandarin et l'espagnol.
Mais après, nous avons des étudiants qui réalisent d'autres secondes langues vivantes et vous pourrez de toute façon pratiquer d'autres langues vivantes pendant vos études si vous le souhaitez. On a des étudiants qui étudient un petit peu toutes les langues vivantes. J'ai entendu parler d'allemand ou d'autres. Il sera possible d'étudier d'autres langues vivantes. Mais là, je dirais qu'on va mettre l'accent sur une découverte de 2 langues pendant la prépa internationale et un séjour pour les mettre en pratique en contexte dans un séjour international actuellement sur un campus en Chine ou en Espagne. Ensuite, le programme renforcé en langue est-il obligatoire à Dijon ou Vélizy? Alors, jusqu'à maintenant, il l'a été. On est en train de réfléchir au fait de le rendre facultatif à partir de la rentrée prochaine. Jusque-là, en fait, la plupart des étudiants, quand on leur demandait s'ils souhaitaient le faire, ils étaient tous à 100% motivés pour le faire. Et donc, on a maintenu ce choix obligatoire. Enfin, ce n'est pas un choix, du coup, cette obligation. Et on a envoyé tous nos étudiants ensemble, par groupe, soit en Espagne, soit en Chine. Il est possible que l'on vienne à un choix optionnel du parcours international à partir de la rentrée 2021, donc pas pour la rentrée 2020 mais pour la rentrée 2021. On est en train d'élargir le programme de prépa pour la réforme du bac. À ce stade, pour l'instant, tous nos étudiants font un semestre international en fin de 2e année parce qu'on considère de toute façon que c'est un enrichissement et aussi ça fait partie des demandes pour obtenir le diplôme ESEO d'avoir réalisé un semestre international. Donc de fait, tous les étudiants qui auront fait la prépa internationale l'auront déjà réalisé pendant leur cycle de prépa. Ensuite, est-ce que les changements de site en fin de cursus se font facilement? Alors, je dirais que c'est un phénomène un petit peu nouveau puisque ces changements de site sont en train de s'organiser. On a ouvert le cursus ingénieur l'année dernière à Vélizy et on va l'ouvrir cette année à Dijon. Notre objectif, c'est de satisfaire tous les souhaits de mobilité. Donc la seule réserve, c'est qu'évidemment, si tous les étudiants choisissaient le même campus ou la même option, on aura des problèmes de capacité et qu'on ne pourra pas accepter d'accueillir tous les étudiants sur un même cursus ou une même option. Normalement, les demandes de mobilité s'équilibrent, ce qui fait qu'on a, je dirais, un surcroît de place et un volume suffisant qui fait qu'on va pouvoir satisfaire toutes les demandes. Mais la seule réserve, c'est que je ne peux pas le garantir à 100% parce que s'il y avait un engouement massif pour un campus ou pour une option, si les 1500 étudiants de l'école voulaient tous aller à Vélizy, on ne pourrait pas les accueillir physiquement à Vélizy ou à Dijon non plus. Voilà. Mais sous cette réserve, on va évidemment essayer de donner satisfaction à tout le monde et on pense que les demandes de mobilité vont s'équilibrer compte tenu des choix et des intérêts mutuels des étudiants. Ensuite, y a-t-il une transversalité entre les campus? Oui, il y a une transversalité. En fait, c'est la même formation et c'est le même diplôme. Que vous étudiez à Dijon, à Paris ou à Angers, vous obtenez le diplôme unique d'ingénieur ESEO. Donc le tronc commun est le même, le panel de compétences est le même, le diplôme sera le même. Les enseignements d'options peuvent varier, mais ils varient également sur le même campus. Quand vous êtes sur le campus d'Angers, entre l'option énergie-environnement ou l'option système embarqué, vous avez des cours qui ne sont pas exactement identiques dans la 2e moitié du cycle ingénieur. Donc là, c'est la même chose entre les différents campus. Les options varient entre les différents sites et entre les différentes options elles-mêmes. Mais pour le reste, vous bénéficiez du même cursus globalement et du même diplôme avec le même panel de compétences. Ensuite, une question sur les intervenants. Alors, double réponse. D'abord, nous avons un corps enseignant propre à chaque campus, parce que c'est quand même difficile de faire la navette entre Angers, Paris, Dijon en permanence. Donc, il y a un corps enseignant qui partage les programmes. Donc, on a une communauté de programmes. Il y a une seule direction des programmes et une seule direction des études à l'école qui définit le référentiel pédagogique et qui le met à disposition. Et il y a des référents par matière, par unité d'enseignement pour l'ensemble du groupe. Ce qui fait que l'on partage un savoir-faire commun sur l'ensemble du groupe. Ensuite, ce savoir-faire, il peut être dispensé par différents intervenants. Et c'est d'ailleurs le cas sur un seul campus, puisque sur un seul campus, je disais tout à l'heure, nous organisons nos cours par groupe. Donc nous avons des groupes de 24, et par exemple à Angers, nous avons 240 étudiants, bien, il y a 10 groupes de 24, et il y a 5 enseignants qui dispensent les mêmes cours à des groupes différents et qui se partagent entre eux la compétence. Et donc c'est la même chose ensuite entre les différents campus. Il y a parfois des échanges, évidemment, aussi de professeurs entre les différents campus, mais ce n'est pas la règle en permanence pour tous les cours. Le nouveau bâtiment est-il toujours prévu pour la rentrée 2021? Alors,
On touche du bois. À ce stade, il y a à peu près 2 mois de retard. On est toujours, mais on avait prévu un peu de marge, donc on avait prévu une livraison du bâtiment vers le mois de juin. Pour l'instant, il est toujours prévu pour la rentrée 2021. On est en train de travailler avec la métropole. S'il y a quelques semaines de retard, à ce stade, c'est le maximum. On a de toute façon un site existant sur la place des Savoirs qui nous permet d'opérer en attendant la mise à disposition du nouveau bâtiment. Normalement, y compris avec les retards liés au coronavirus, le bâtiment doit être prêt pour la rentrée 2021. S'il était retardé d'un mois ou deux, il serait retardé d'un mois ou deux, mais ça ne mettra pas en péril le projet. Ça décalera simplement le déménagement d'un mois ou deux. Mais à ce stade, je dirais, je touche du bois. Pour l'instant, nous prévoyons toujours la rentrée 2021 sur le nouveau bâtiment. Ensuite, compte tenu de la crise sanitaire, les cours à la rentrée en septembre sont-ils prévus tout ou partie en distanciel? Alors, je ne vais pas vous donner une réponse définitive à ce sujet. Là, c'est vraiment une question de conjoncture que vous posez là. On est en train d'y travailler et on est en train de travailler au plan pour la rentrée, qui sera peut-être différent par campus, parce que notre but, c'est à la fois d'assurer le maximum d'intégration de nos étudiants sur les campus, mais aussi de leur donner le maximum de sécurité sanitaire. Et donc, on va trouver le meilleur arbitrage entre la présence et aussi, je dirais, pas trop de confrontation des étudiants entre eux, pas trop de proximité physique ou des gestes barrières suffisants pour les protéger. Donc, on y travaille. Il y aura sans doute une réduction du nombre de grands événements et de grands rassemblements parce que ça paraît peu prudent dans les périodes qui courent de rassembler un grand nombre d'étudiants dans un même endroit. Donc, on va sans doute prendre des mesures de précaution qu'on va lever graduellement à partir de la rentrée prochaine, dès que ce sera possible. Mais vous voyez, je fais un peu une réponse en demi-teinte parce que je ne suis pas capable de vous donner un calendrier précis d'évolution de la maladie et d'évolution des traitements. Donc, on prendra des précautions et on va les lever graduellement à partir de la rentrée pour assurer le maximum de sécurité et pour assurer la qualité des enseignements. Pour votre information, nous avons cette année, sur la fin du semestre en cours, réalisé l'intégralité du cursus. Nous avons terminé l'enseignement à distance. Donc, nos étudiants ont pu bénéficier de l'ensemble de leur année scolaire et valider leur année scolaire, bien que nous soyons en confinement. L'école a continué à fonctionner intégralement à distance. Mais évidemment, ce n'est pas notre souhait et ce n'est pas optimal. On essaiera de revenir sur site dès qu'on le pourra, dans des conditions de sécurité acceptables. Ensuite, y a-t-il une sélection? Alors, je ne le prends peut-être pas tout à fait dans le sens. Voilà. Est-ce que les cours sont donnés en partie en anglais? Alors, il y a quelques cours en anglais, ce n'est pas la majorité. Le cursus est quand même majoritairement enseigné en français, mais il y a quelques cours en anglais, notamment dans le cycle prépa international. Une petite partie des cours est donnée en anglais, et notamment quand on va sur les campus à l'étranger, une partie là des enseignements est donnée en anglais sur les sites internationaux. Ensuite, existe-t-il une sélection en fin de cycle préparatoire? Alors non, il n'y a pas de sélection. À partir du moment où on entre à l'ESEO, on est dans un mode de contrôle continu. Donc, il n'y a pas de sélection au sens où il n'y a pas de concours et de nombre de places réservées. En revanche, il y a des obligations d'atteindre un certain niveau académique, d'obtenir une certaine moyenne ou un nombre de crédits suivant le cas. Et vous allez devoir atteindre ce niveau avec éventuellement des rattrapages, du soutien scolaire. Mais si vous atteignez le niveau requis, vous avez automatiquement l'autorisation de passer en année supérieure, en deuxième année ou en cycle ingénieur. C'est la même chose. Ensuite, est-ce que le nouveau campus apportera de nouvelles options qui n'étaient pas disponibles de base à Dijon? Alors oui, c'est ce que j'ai présenté. Alors je ne sais pas si vous étiez là pendant la présentation, mais les options dont j'ai parlé tout à l'heure sont les nouvelles options qui sont proposées sur le nouveau campus. À ce stade, nous prévoyons les 3 parcours dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça s'enrichira vraiment, véritablement avec le temps. Notre but, c'est, en fonction de la croissance du site, de proposer davantage de parcours sur le site de Dijon. Mais à ce stade, et je pense pour les premiers étudiants qui vont entrer sur le site de Dijon, les parcours dont j'ai parlé sont ceux que nous préparons, qui sont déjà extrêmement universels et variés, qui donnent accès à des débouchés dans des secteurs très variés, dont les compétences sont universelles. Donc ce sont les parcours que nous allons proposer dans un premier temps sur le site de Dijon. Ils évolueront au fil du temps en fonction des besoins des entreprises. Ensuite, pour la Chine, y a-t-il une sélection? Alors, l'idée, c'est de la même façon que j'en ai parlé tout à l'heure sur la mobilité intercampus, notre souhait, c'est de ne pas sélectionner les étudiants qui vont en Chine ou en Espagne ou ailleurs éventuellement. En revanche, on a un nombre de places limité sur ces campus.
Et donc, il arrive parfois que le nombre de candidats puisse excéder le nombre de places disponibles. Et dans ce cas-là, effectivement, il peut y avoir une restriction qui normalement se fait dans l'ordre du classement. Je le dis parce qu'il faut le dire, normalement, cette restriction ne doit pas s'appliquer si les choix s'équilibrent entre les différents campus, puisque nous proposons différents campus de prépa internationale, et normalement les choix s'équilibrent et on est en dessous de la capacité des campus. Mais il se peut qu'une année donnée, si, comme je le disais tout à l'heure, tous les étudiants décidaient d'aller à Paris, ben c'est la même chose, si tous les étudiants décident d'aller en Chine ou tous en Espagne, on pourrait dépasser la capacité d'accueil de nos partenaires, et du coup on serait obligé de limiter la participation sur certains campus. Ensuite, peut-on faire une PCSI classique, pas internationale, à Dijon? Alors, la prépa à Dijon est une prépa internationale, mais je dirais le programme scientifique est extrêmement proche d'une PCSI. Donc, de fait, l'enseignement scientifique et technique dont vous bénéficiez est un programme tout à fait comparable à ce que vous auriez dans une prépa classique. Donc, il n'y a pas de différence sur les compétences que vous aurez acquis. En revanche, ce que vous aurez acquis en plus, c'est une expérience à l'étranger. En fin de parcours, vous aurez vécu 4 mois dans une autre culture, dans un autre bain culturel, et vous aurez eu un enseignement de langue renforcé. Mais vous n'aurez pas rien perdu, on va dire, sur le plan scientifique. Ensuite, sur les langues vivantes 2, il n'y a aucun prérequis. Il n'y a aucun prérequis, que ce soit pour le mandarin ou pour l'espagnol, il n'y a aucun prérequis, vous pouvez commencer en débutant. Le but, il n'y a pas de niveau imposé ni à l'entrée ni à la sortie, le but c'est de vous faire découvrir une seconde langue et de vous la faire pratiquer sur un séjour à l'étranger pour une découverte culturelle. Mais il n'y a pas de niveau requis ni à l'entrée ni à la sortie. Le seul niveau requis sera en anglais à la fin des études où il faudra avoir un niveau minimum TOEIC en anglais. Mais pour le reste, en seconde langue vivante, il n'y a pas de niveau imposé. Ensuite, avez-vous des résidences étudiantes à proximité? Oui, il y a des résidences étudiantes à proximité, notamment à Dijon. En fait, les EO bénéficient des résidences universitaires et a également des places qui lui sont préallouées pour les étudiants qui entreraient cette année. Donc, il y a accès, on n'a pas de résidence, on va dire, propre à l'ESEO, on bénéficie des résidences universitaires et étudiantes normales, mais on a des places, des quotas de places qui pour l'instant nous sont alloués, et à ce stade, on pense qu'il n'y a pas de difficulté de logement particulier à prévoir à Dijon. Lorsqu'il y a des TP avec manipulation, comment sont-ils réalisés à distance? Alors évidemment, c'est là la question. C'est ce qui a été la grosse restriction pendant les 2 mois qu'on vient de vivre. On n'a pas pu réaliser l'intégralité des travaux pratiques. Alors, on a, pour les matières qui le pouvaient, réaliser des travaux pratiques de substitution avec des manipulations en simulation, par exemple, ou des manipulations quand c'était de l'informatique, on a pu les faire à distance. Mais quand c'était des travaux plus physiques ou électroniques, on a fait une partie des travaux pratiques en simulation. Maintenant, ça ne remplace pas, c'est tout à fait clair, des vrais travaux pratiques et on rattrapera ces travaux pratiques par la suite dans le cursus. L'idée, à nouveau, c'est pas de faire vos 5 années d'études en distanciel. On n'est pas du tout dans cette philosophie. On est dans une philosophie de la pratique en laboratoire avec un accompagnement de proximité. Et on espère vivement que les conditions sanitaires vont nous permettre d'y revenir le plus vite possible. C'est en tout cas notre souhait. Si d'ailleurs nous devions faire des choix et des arbitrages entre les cours présentiels et les cours distanciels, évidemment, on donnera la priorité aux activités de manipulation, de travaux pratiques en labo qui nécessitent du matériel, puisque ce sont ceux qui bénéficient le plus, évidemment, de la présence sur site. Alors, ensuite, taux d'échec, taux de poursuite d'études, etc. Alors, il y a à peu près 90% de réussite en prépa. Je vous dis à peu près parce que ça varie un petit peu suivant les années. En fait, la plupart du temps, je n'appellerai pas forcément ça un échec, mais il y a des étudiants qui se réorientent en première année post-bac parce qu'ils réalisent que finalement, parfois, on fait un choix post-bac qui s'avère ne pas être le choix optimal pour tous. On a des étudiants qui finalement ont une découverte d'une autre passion à la suite en mûrissant dans leurs années d'études. Donc on a à peu près 5 à 10% d'étudiants qui se réorientent en première année.
Pour le reste, pour peu que l'on ait passé les premiers mois d'acclimatation à la prépa, qui sont des mois quand même assez intensifs, il y a un travail intensif en prépa, le taux de réussite est excellent et on accompagne, il y a du soutien et on arrive à accompagner nos étudiants, donc on arrive à ces taux d'à peu près 90%. L'effectif en prépa. Alors, l'effectif en prépa à Dijon, actuellement, il est d'une trentaine d'étudiants, mais on a une capacité à terme d'une centaine. Donc, on va grandir graduellement en fonction évidemment des souhaits des étudiants, mais on a dimensionné le campus, notamment le futur campus, pour pouvoir accueillir une centaine d'étudiants par promotion. Donc, ça évoluera graduellement entre une trentaine aujourd'hui et une centaine à terme, en fonction des souhaits des étudiants. L'enseignement du mandarin est-il obligatoire? L'enseignement espagnol est-il possible? Oui, alors effectivement, il y a 2 secondes langues possibles, le mandarin et l'espagnol qui vous sont proposés comme seconde langue dans le cursus de prépa. Voilà, donc c'est possible. Quel est le coût de la prépa de l'école? Alors, les coûts de scolarité, vous les trouvez dans la brochure de l'école, mais je crois qu'on a publié sur notre site les scolarités pour l'année prochaine. Alors, je vais les retrouver aussitôt parce que je vais vous donner les chiffres exacts pour la rentrée prochaine. Vous allez juste laisser une petite seconde, excusez-moi, je cherche en même temps dans mes dossiers. Je vais vous retrouver les chiffres. C'était de mémoire de 5400 cette année pour la prépa internationale, et ça va sans doute évoluer un petit peu l'année prochaine, de l'ordre de 5600, je crois, mais je vais peut-être dire une bêtise. Donc, vous pouvez les retrouver sur eseo.fr. Je m'informe, financer ses études, frais de scolarité à l'ESEO. Je vous mets le lien dans les commentaires. Est-ce que vous pouvez rappeler, puisque vous l'avez sous les yeux, les montants qui ont été annoncés pour l'année prochaine? Oui, tout de suite. Donc, je vous envoie le lien et je vous dis ça pour le campus de Dijon. Voilà. Ensuite, je vais prendre pendant ce temps-là une autre question. 5 600 €. 5 600, c'est ça, c'est ce que je pensais. Donc, c'est 5 600 € le financement des étudiants pour la prépa internationale à Dijon. Quel est le niveau demandé au TOEIC? 785 à ce stade. Après, évidemment, plus on a un meilleur est le score, meilleure sera votre compétence en anglais, mais l'obligation minimale est de 785. Ai-je la possibilité de faire ma prépa à Dijon puis de me spécialiser à Angers? Oui, ça fait partie des conditions de mobilité intercampus dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous pourrez demander une mobilité intercampus si vraiment vous avez un souhait de poursuite d'études, soit dans un autre lieu géographique, soit dans d'autres domaines d'options. Je rappelle, puisque peut-être si vous posez cette question, vous n'avez peut-être pas suivi toute la présentation, il n'y a qu'un diplôme généraliste et que quel que soit votre campus, vous obtenez le même diplôme généraliste. Ce qui va changer, ce sont certains enseignements sur la deuxième moitié du parcours ingénieur, mais vous obtiendrez de toute façon le même diplôme en étudiant à Angers, à Paris, à Dijon, vous serez ingénieur généraliste ESEO. Ensuite, les frais de scolarité intègrent le semestre à l'international. Alors, ils intègrent l'ensemble des coûts de formation. Par contre, le coût de votre séjour et de votre vie personnelle ne sont pas inclus. Donc, c'est à vous de financer votre voyage et votre vie personnelle, vos loisirs et votre nourriture, votre voyage et votre logement, mais ça couvre les frais de scolarité. Donc, que la scolarité soit réalisée en France ou à l'étranger, les 5 600 € incluent l'ensemble du financement des coûts de scolarité. Ensuite, quels sont les principaux pays dans lesquels il est possible de faire des stages à l'étranger? Alors là, il n'y a vraiment pas de limite. Nous avons aujourd'hui une grande expérience des stages à l'étranger. Alors ça, c'est pour les périodes ultérieures pendant le cycle ingénieur. Aujourd'hui, il faut savoir que les 240 étudiants d'Angers qui ne font pas de prépa internationale réalisent presque tous un semestre de stage à l'étranger en stage technique. Et donc, vous en avez 240 par an et ils vont un petit peu partout dans le monde. Donc, on a maintenant beaucoup d'expériences, de destinations et de réseaux qui vous permettent éventuellement de vous proposer des partenaires, des destinations et des relais, des entreprises qui pourraient vous accueillir.
Le voyage est-il obligatoire? Donc, à ce stade, comme je l'indiquais tout à l'heure, le voyage fait partie du cycle préparatoire sur les 4 derniers mois de la scolarité. C'est un voyage qui est organisé par l'école, c'est-à-dire qui est collectif, donc on envoie tous nos étudiants, c'est encadré, il y a des professeurs de l'école qui co-encadrent avec nos intervenants locaux, nos étudiants sur les sites internationaux. Donc ça se fait en toute sécurité et complètement encadré par l'école, mais ça fait partie intégrante, c'est-à-dire que la dernière partie du cursus est délocalisée sur ces campus à l'étranger dans le cursus de prépa international. Ça peut faire un petit peu peur peut-être pour certains, mais il faut savoir que à nouveau ça se fait de façon extrêmement encadrée par l'école, en toute sécurité. Ça fait 4 mois et c'est une belle expérience et en général tous les étudiants qui en reviennent ont trouvé ça absolument formidable. Aidez-vous à trouver des stages? Oui, nous avons un service d'assistance pour trouver des stages en France ou à l'étranger. Il y a un service des relations entreprises et pour information, nous recevons à peu près 5000 offres de stages par an. C'est juste extraordinaire. Donc, nous avons énormément de demandes de stages pour les compétences des étudiants de l'ESEO. Donc, les étudiants de l'ESEO ont tous la possibilité de trouver des stages. On n'a historiquement jamais vu d'étudiants qui étaient en panne de stage. Alors, bon, je ne parle pas de cette année spécifique avec le coronavirus où il y aura peut-être un petit ralentissement, mais globalement, les étudiants de l'ESEO trouvent extrêmement facilement des stages. Y a-t-il des associations sportives? Alors là, je vais répondre peut-être de deux façons. Il y a des associations sportives sur le campus historique. À Dijon, on est en train de les créer. Parce que le campus est en développement. Donc, nous avons un bureau des élèves et le bureau des élèves à Dijon organise des activités sportives. Mais comme aujourd'hui, il y a un petit nombre d'étudiants, essentiellement, on intègre nos étudiants dans les associations sportives du territoire pour ne pas se retrouver uniquement entre étudiants de l'ESEO. Donc, les étudiants de l'ESEO participent aux activités sportives et on a accès à tous les dispositifs et aux facilités sportives, aux moyens sportifs du territoire. Donc, c'est ça l'idée, c'est qu'on va vous intégrer aux moyens sportifs proposés sur le territoire. Il y a également parfois évidemment des activités sportives propres organisées par le bureau des élèves ou le bureau des sports qui est également proposé par nos étudiants. Proposez-vous des formations en apprentissage? Oui, mais aujourd'hui sur le site d'Angers, nous allons graduellement étendre ces formations sur les autres campus. Pour l'instant, ce cursus est proposé à Angers. Nous avons prévu de l'ouvrir en 2022, c'est-à-dire dans 2 ans à Paris et probablement par la suite à Dijon, mais pour l'instant, comme le campus est en développement, ce n'est pas encore entériné, donc on vous le proposera à Angers et à Paris dans 2 ans. Voilà. Ensuite, je crois que j'ai loupé peut-être certaines questions. Comment sont encadrés les étudiants lors d'un semestre d'enseignement à l'étranger? Donc, ils sont à la fois pris en charge par l'université ou l'établissement d'accueil. Nous avons un correspondant qui s'occupe des formalités d'accueil sur le plan administratif, qui coordonne les logements, etc. Et sur le plan pédagogique, nous avons des intervenants qui sont un mélange de nos intervenants propres à l'ESEO, qui font le voyage, et des intervenants locaux que nous contractons auprès de nos partenaires locaux. Donc, nous avons un mélange des enseignants de l'ESEO qui s'assurent que tout se passe bien et des enseignants locaux qu'avec le temps, nous connaissons bien aussi. Donc, ce sont des intervenants réguliers qui participent à la formation de l'école maintenant depuis un certain temps. En cycle ingénieur, si l'on fait l'option entrepreneuriat, est-il possible de faire l'option robotique en plus? Oui, l'option entrepreneuriat est indépendante de l'option technique. C'est le grand intérêt, vous pouvez avoir un projet de création d'entreprise, quelle que soit la discipline technique. Si vous avez une innovation dans le domaine de la santé ou de la robotique ou de la cybersécurité, vous pouvez faire à la fois le programme scientifique et technique de l'option qui vous intéresse et avoir le statut d'étudiant entrepreneur et donc de travailler sur votre projet d'entreprise et l'accompagnement, l'accès au Fab Lab, éventuellement à l'incubateur de l'école ou au moyen de la Technopole, etc. Donc, on va hybrider, si vous voulez, l'enseignement qui vient d'une option technique et les projets d'application qui seront adaptés à votre projet d'entrepreneuriat. Ensuite, à Dijon, les cours de prépa sont dispensés 100% sur le lycée ou sur le campus de la Place des Savoirs. Alors, à partir de la rentrée de septembre, 100% sur la Place des Savoirs. Jusqu'à cette année, nous étions au lycée Notre-Dame et nous déménageons en septembre, Place des Savoirs.
Donc, le déménagement se fait complètement cet été et à partir de cet été, l'ensemble de l'ESEO sera place des savoirs, c'est-à-dire aussi bien la prépa que le cycle ingénieur et nous allons cohabiter avec l'ESTP qui est déjà dans les lieux depuis 1 an. L'intérêt, c'est que vous aurez un campus avec un peu plus d'étudiants, puisqu'il y aura les étudiants de l'ESTP en même temps que ceux de l'ESEO. Donc, ça fera une vie étudiante un peu plus riche. Il y a un foyer partagé. Et pourquoi pas, on parlait d'activités sportives, aussi de partager des activités étudiantes, voire sportives, avec les étudiants de l'ESTP. Quels sont les examens prévus en fin de semestre? Eh bien, ce sont les examens de fin de semestre de prépa. Simplement, il faut imaginer qu'une partie du programme de prépa est délocalisée sur ce campus et nous réalisons nos examens de fin d'année localement. Donc, l'ensemble des examens de fin de semestre se réalisent localement et comme je l'expliquais tout à l'heure, ils sont encadrés par nos professeurs puisque nos professeurs participent à ce séjour international. Faut-il prévoir du matériel informatique spécifique? Non, il n'y a pas besoin de matériel informatique spécifique. De fait, 100% de nos étudiants ont un PC portable parce que c'est très pratique et ça permet de faire du travail personnel. Mais nous avons des laboratoires équipés, donc même si éventuellement vous n'aviez pas de matériel informatique, ce qui n'existe quasiment pas, mais vous pourriez faire votre travail sur le campus de l'école avec les laboratoires de l'école. Sinon, si besoin, on pourrait vous donner des recommandations de matériel, mais il s'agit de matériel assez standard, de PC bureautique assez standard. Combien d'élèves entrent en première année en 2020? Eh bien, j'aimerais bien le savoir, nous ne le savons pas encore, puisque la rentrée 2020 est en cours. Nous sommes dans le processus Parcoursup en ce moment. Donc, il y a à peu près, l'année dernière, il y avait à peu près une trentaine d'étudiants en première année. Et comme j'expliquais, nous avons la place pour grandir jusqu'à une cinquantaine de places des savoirs et une centaine sur le futur campus. Donc voilà, on devrait être entre 30 et 50, je pense, cette année sur le campus de la place des savoirs en prépa, mais je ne peux pas vous donner le chiffre définitif. Ça dépendra du choix mutuel de l'école et des étudiants qui nous rejoindront. Est-ce que j'ai raté des questions? Je reprends un petit peu l'historique. Il me semble que j'ai essayé de répondre à l'essentiel des questions. On va peut-être, si vous voulez, libérer les micros et si vous avez d'autres questions, on va vous donner la possibilité de... Alors, je pense que vous pouvez réactiver votre micro parce que je ne crois pas avoir de possibilité de réactiver les micros. J'ai un bouton pour désactiver les micros, mais je n'ai pas de bouton pour le réactiver. Donc, si vous voulez parler, vous cliquez dans le petit onglet avec les petits bonshommes pour afficher les participants et vous cliquez sur l'onglet du micro, pardon, pour réactiver votre micro. Et ensuite, on pourra prendre des questions. Alors, je vous demanderai un tout petit peu d'ordre parce qu'on a 37 participants, donc ça peut vite devenir la cacophonie. Donc, s'il vous plaît, désactivez votre micro, posez votre question et ensuite, réactivez et désactivez ensuite votre micro. Voilà, s'il y a des questions, je suis à votre écoute. Alors, entre-temps, je vois qu'on a une question écrite. Comment se passe la rentrée pour les étudiants ayant un bac+1? Alors là, il y a deux situations possibles. Soit ils sont admis en deuxième année, soit ils sont admis en première année. Ça dépend du bac+1. Si le bac+1 donne une équivalence de la première année de prépa, eh bien, ils vont rentrer en deuxième année directement avec les deuxièmes années de prépa. Soit ils viennent d'une autre formation bac+1 qui ne donne pas l'équivalence et ils rejoignent les autres étudiants à la rentrée en première année de prépa et font leur rentrée comme les autres. Je suis pas sûr je ne sais pas si ça répond à la question, mais on pourra vous donner ensuite les modalités pratiques, les dates, etc. de la rentrée. Mais l'idée, c'est que vous êtes intégré à votre promotion de référence en fonction de l'année dans laquelle vous avez été sélectionné. Y a-t-il des questions orales éventuellement ? Oui, bonjour. En fait, le niveau de la classe préparatoire, vous mentionnez PCSI, mais sur le site, en fait, il est aussi fait référence de formation technique, hein, de préparation technique. Et je suis un peu confus par rapport à... Pardon, oui, le programme est très fortement inspiré du programme de PCSI. Je dirais qu'il est à 90% identique à un programme de PCSI. Merci.
Alors, je vois qu'on a d'autres questions écrites entre-temps. Je les ai sautées. Je vais revenir en fin de liste. Voilà. Alors, en cas de réorientation, y a-t-il un équivalent fac de la prépa intégrée ESEO comme un CPGE classique? Alors, en fonction des... Alors, ça dépend quand se passe la réorientation et comment elle se passe. En général, les étudiants qui se réorientent choisissent d'entrer dans une autre formation, par exemple d'intégrer un DUT, d'intégrer un BTS, d'intégrer un autre cursus. Donc, dans ce cas-là, en général, ils réintègrent ce cursus et refont ce cursus. J'allais dire, c'est une forme de redoublement. Mais on a des étudiants qui parfois intègrent des DUT en un an. On a des partenariats, ça dépend des universités, où en fonction de leur parcours de prépa et de leurs équivalences, ils peuvent intégrer des parcours plus courts en fonction des acquis qu'ils ont obtenus en prépa. Donc ça dépend véritablement du travail qui a été fait et des résultats qui ont été atteints pendant la prépa, des notes, etc., et du dossier scolaire qui est estimé par l'université d'accueil ou l'établissement d'accueil. On ne peut pas nous préjuger, puisque c'est à l'établissement d'accueil de déterminer ses critères d'entrée et ce qu'il va reconnaître comme équivalence par rapport à ce qui a été réalisé en prépa. Mais en général, on connaît des établissements partenaires. On peut vous proposer, dans ce cas qui est malheureux, mais qui n'est pas très fréquent, hein, je vous rassure quand même, qui est très marginal, mais qui peut se poser. On essaye de vous proposer des filières de réorientation que l'on connaît, et avec l'expérience, effectivement, on finit par pouvoir connaître les gens et leur recommander des étudiants en parlant directement avec les responsables de ces formations. Est-il possible d'intégrer l'école avec un DUT et STI 2D? Alors, DUT et STI 2D, ce sont deux choses différentes. Pour les terminales STI 2D, aujourd'hui, nous les admettons uniquement à Angers, parce qu'à Angers, nous avons un parcours spécifique qui accueille des étudiants qui ont moins de prérequis que les bacheliers S. À Dijon, pour l'instant, ce sont les bacheliers S pour cette année qui sont intégrés. À partir de l'année d'après, avec la réforme du bac, déjà il n'y aura plus de bac S, donc et on va réformer la prépa pour pouvoir intégrer toutes les spécialités du bac général et aussi des bacheliers STI 2D. Mais pour cette année 2020, nous intégrons des bacheliers S à Dijon. Les bacheliers STI 2D sont accueillis à Angers, soit dans un cycle prépa adapté, soit dans un cycle bachelor qui est également proposé à Angers, qui permet de faire une formation en 3 ans et éventuellement qui peut se prolonger vers le diplôme d'ingénieur en 5 ans. Pour les DUT, nous accueillons des DUT au niveau Bac plus 2, effectivement, à l'école. Dès cette année, c'est tout à fait possible d'entrer en cycle ingénieur, en admission parallèle, après un DUT à Dijon, comme à Paris, comme à Angers. Nous accueillons des étudiants en admission parallèle. Alors, c'est possible, mais évidemment, c'est une sélection sur dossier. Donc, nous avons un site d'admission sur le site eseo.fr. Si vous êtes en DUT, vous verrez déjà les DUT éligibles et vous pourrez déposer votre dossier d'admission sur le site eseo.fr dans la rubrique Je candidate. Et nous acceptons des candidatures jusqu'à au moins fin juin de mémoire. Donc, voilà, vous avez encore un petit peu de temps. Jusqu'au 21 juin, exactement. Voilà, jusqu'au 21 juin. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez tout à fait encore faire des dossiers de candidature en cycle ingénieur et vous pouvez éventuellement préciser si vous êtes intéressé par le campus de Dijon ou de Paris ou d'Angers, puisque les trois vont vous proposer la même formation d'ingénieur. Donc, vous pouvez candidater sur le campus de votre choix. Bonjour, excusez-moi, la rentrée se fera en quelle période de septembre pour Alors, la rentrée se fait dans la toute première semaine de septembre, dès le 1er septembre de mémoire. Je n'ai plus la date exacte de la rentrée à Dijon, mais c'est dans la première semaine de septembre. Je crois que c'est le mercredi de la première semaine de septembre de mémoire pour Dijon. C'est ça, je crois que c'est les P1 Dijon, c'est le jeudi 3, pour être tout à fait précis, c'est le jeudi 3 septembre. Bien, est-ce qu'il y a encore des questions? Non, il n'y a plus d'autres questions écrites. Est-ce qu'il y a encore des questions orales? N'hésitez pas à intervenir. Vous réouvrez votre micro s'il a été désactivé avant de nous poser votre question.
Alors, une question écrite, je vois. Non, un merci. Ben, je vous remercie également. Et puis, on est au bas de la conversation. Quelle est la suite du processus de recrutement? Alors, la suite du processus de recrutement, alors ça dépend dans quelle filière vous êtes. Pour le recrutement Parcoursup, eh bien, là, je dirais que les cartes sont déjà jouées puisque nous sommes dans le processus d'admission où les étudiants reçoivent en ce moment leur proposition d'admission en cycle préparatoire. Il y a des étudiants en liste d'attente, donc il y aura des deuxième tours, troisième tours en fonction des désistements. Pour les autres candidats en admission parallèle, la procédure, c'est un dossier de candidature sur le site de eseo.fr dans la rubrique « Je candidate ». Vous déposez votre dossier est examiné et vous avez, en général, sous 1 à 2 semaines, c'est assez rapide, la réponse de l'école puisqu'on étudie les dossiers en continu. L'idée, c'est que ce n'est pas un concours. Si on pense qu'un dossier est bon, on va lui dire oui. Si on pense qu'un dossier n'a pas tout à fait le niveau, on va lui dire non. Et donc, on va étudier vos dossiers au fur et à mesure de vos soumissions. Donc, n'hésitez pas, pour l'inscription ou la candidature en Bac+2, vous déposez votre dossier sur eseo.fr et vous aurez une réponse sous les quelques jours ou quelques semaines qui suivent. Quel type de logement préconisé en première année? Logement crous ou appartement ou autre? Alors là, je dirais que c'est un choix personnel. Moi, ma préconisation, c'est de limiter les contraintes logistiques, c'est-à-dire de faciliter le travail, parce que c'est quand même ça qui prime pendant les premières années de prépa. Donc, il faut avoir le moins de contraintes possible. Donc, il faut avoir autant que possible des facilités de services, de repas, de lessive, de je ne sais quoi. Bref, pour faire en sorte qu'on puisse se consacrer à ses études. Voilà, c'est ma recommandation. Deuxième recommandation, c'est de ne pas être trop loin de l'école, mais je dirais qu'à Dijon, normalement, la question ne se pose pas beaucoup puisque les distances sont assez courtes. On doit pouvoir être sur un campus de logement qui est assez proche et on est sur la ligne de tramway, mais la proximité, évidemment, sera un atout pour limiter les temps de déplacement et pouvoir consacrer davantage de temps à la vie scolaire. Sinon, après, c'est un choix personnel d'être dans une résidence étudiante. Ça peut favoriser aussi l'intégration avec d'autres camarades. Voilà, c'est aussi bien d'être dans une résidence étudiante au début, histoire d'apprendre à connaître la ville, les autres étudiants, les facilités de la ville, et puis petit à petit, éventuellement, évoluer vers un logement privé. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. J'ai une question parce que je suis dans une situation un petit peu particulière. Cette année, je suis en prépa classique PCSI et Oui. j'aimerais bien rejoindre votre deuxième année de prépa intégrée. Oui. J'ai fait un dossier Parcoursup en pensant que c'était du coup pour la deuxième année et du coup, je ne comprends pas bien D'accord. faire une inscription sur votre site. Alors, le dossier Parcoursup, c'est en fait pour re-rentrer en première année. Si vous voulez rentrer en deuxième année, il faut faire une candidature soit sur le site de Puissance Alpha Bac+1, soit directement à l'école. À la limite, si vraiment vous êtes intéressé directement par l'école, le plus simple, c'est de le faire directement à l'école. Sinon, Parcoursup, c'est vraiment l'admission post-bac. Donc, nous avons des étudiants qui sortent de Bac+1, mais qui en fait se réorientent pour revenir en première année post-bac dans une autre filière. C'est pour ça que peut-être ça prête à confusion. Parcoursup est vraiment organisé pour l'admission dans les filières post-bac. Mais si vous voulez rentrer dans une filière post-bac+1, eh bien, on vous conseille de faire un dossier d'admission parallèle en deuxième année de prépa, et vous pourrez le faire donc sur le site soit de Puissance Alpha, soit de l'ESEO. Donc, il n'est pas trop tard pour cette année? Il n'est pas trop tard pour cette année, non, mais il faudrait le faire assez vite maintenant. Merci. Bien. Y a-t-il encore d'autres questions? La liste des logements. Ah oui, la liste des logements. Alors, C'est sur eseo.fr. il y a une liste de logements sur eseo.fr. Elle n'est sans doute pas exhaustive, mais c'est une liste de logements que l'on peut vous proposer. Il y a évidemment d'autres logements qui existent dans le parc privé, mais vous allez en trouver une sur le site eseo.fr. Je pense que c'est dans la rubrique Campus de Dijon. Vous allez trouver Je m'oriente mon campus Dijon, c'est ça? Oui, je laisse... je mets le lien tout de suite dans la conversation. Sur le site eseo.fr, il y aura une rubrique
Je vous ai mis le lien. Mon campus Dijon. Voilà, ben je reçois quelques merci et je vous remercie également de vos merci et de votre participation. C'était bien agréable. Bon, j'espère que ça a fonctionné pour vous, la présentation et le dialogue, que c'était assez clair. Est-ce qu'il reste encore pas de dernières questions? Si nous avons des questions complémentaires après cette visioconférence, on peut contacter les personnes à partir des infos qui sont sur le site, c'est ça? C'est ça. Alors en fait, en ce moment, on a une plateforme de rendez-vous, de prise de rendez-vous. Donc vous pouvez aller sur le site internet, sur JPO Virtuel, et prendre rendez-vous au créneau qui vous convient le mieux. On pourra vous recevoir 30 minutes pour discuter, échanger, voilà, face à face. Je vous mets le lien. Face à face ou en virtuel? En virtuel, pardon. D'accord. En face à face virtuel, ok, merci. Pas d'autres questions? On va peut-être conclure sur cette dernière question. Écoutez, à nouveau à tous ceux qui sont encore là, merci beaucoup pour votre participation. Ça nous a fait plaisir de vous accueillir et puis bonne réflexion et à nouveau, je vous souhaite un avenir intelligent comme je vous le souhaitais déjà tout à l'heure. Voilà. Bonne journée à tous, bon week-end et bon été. À bientôt, au revoir.